Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. d'assister à cette table ronde. Donc aujourd'hui, un autre sujet du cycle transition énergétique, les réseaux de chaleur. On aura le plaisir avec Sandra d'animer ces débats en compagnie de 3 experts du secteur qui se présenteront juste après cette introduction. Alors, on a considéré la question des modes de financement et des montages relatifs au développement des réseaux de chaleur comme étant très pertinente dans le cadre de notre cycle, dès lors que ces réseaux représentent un vecteur indispensable pour développer massivement la chaleur renouvelable, et notamment la biomasse, la géothermie profonde et la récupération de la chaleur fatale, issue des unités de traitement thermique des déchets, mais aussi de procédés industriels ou de centres de données. Donc déjà, pour commencer, on va définir ce qu'est un réseau de chaleur. Alors, une définition peut-être scolaire, le ministère de la Transition énergétique le définit comme un système de distribution de chaleur produite de façon centralisée qui permet de desservir plusieurs usagers. Il comprend une ou plusieurs unités de production de chaleur, un réseau de distribution primaire grâce auquel la chaleur est transportée par un fluide caloriporteur et un ensemble de sous-stations d'échange à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire. Quelques chiffres. Selon l'ADEME, en 2020, nous comptions 833 réseaux de chaleur qui fournissent de la chaleur à près de 2,5 millions équivalents logements, principalement dans les grands centres urbains, soit 25,4 TWh de chaleur et représentant 5% du chauffage. À noter que la part des énergies renouvelables et de récupération consommées par les réseaux de chaleur est aujourd'hui à plus de 60% sur le plan national. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 avait par ailleurs prévu une multiplication par 5 de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur entre 2012 et 2030. Par ailleurs, donc, la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc, qui fixe les priorités d'action des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie et d'atteinte des objectifs neutralité carbone en 2050, en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone, reconnaît également le rôle essentiel des réseaux de chaleur et de la chaleur renouvelable pour le développement des énergies renouvelables et la valorisation des énergies de récupération. Car comme le disait Benjamin tout à l'heure, ils permettent de mobiliser massivement certaines technologies telles que la biomasse, la géothermie ou encore l'énergie solaire. La PPE donc, fixe un certain nombre d'objectifs, tels que celui de livraison de la chaleur renouvelable ou de récupération par les réseaux de chaleur et de froid. Et pour atteindre la fourchette haute des objectifs qui sont fixés par la PPE pour l'instant pour 2028, il faudrait multiplier par 2,8 le rythme des projets qui souffrent malgré tout de l'importance des investissements nécessaires, on y reviendra, à leur mise en place ou alors à leur transformation. C'est pourquoi plusieurs dispositifs incitatifs ont été progressivement mis en place, tels que le fonds chaleur ou des appels à projets par l'ADEME. Et plusieurs assouplissements réglementaires ont été également mis en place justement pour faciliter la mise en place des projets. Les acteurs de la chaleur renouvelable et de récupération ont également remis en avril 2023 à la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher une proposition de plan Marshall qui permettra de transformer d'ici 2030 54% de la chaleur consommée en France en énergie renouvelable, locale et compétitive. Donc l'objectif premier de toutes ces actions mises en place est notamment d'inciter les collectivités territoriales qui, comme on le verra, occupent un rôle central dans le développement des réseaux de chaleur, dès lors qu'elles en sont les maîtres d'ouvrage. Et on peut identifier 2 défis majeurs, le développement justement de nouveaux réseaux, mais également le renouvellement de réseaux existants et le verdissement des installations existantes qui fonctionnaient initialement au moyen d'énergie fossile. Donc, on a parmi nous 3 experts du secteur pour répondre à nos différentes questions. Et après, on vous laissera la parole comme à chaque fois. Donc, on peut faire un petit tour de table et vous laisser chacun vous présenter et expliquer comment votre activité intervient dans le secteur. Oui, je vois que tu me regardes, Sandra. Je ne sais pas si ça fonctionne, le micro. Donc c'est un peu les femmes d'abord. Je me présente la première. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Orecchini, je représente la société Finance Consult. On est une société de conseil spécialisée dans le financement et le montage
contractuelle des projets d'infrastructure. On intervient sur toutes les politiques publiques, avec des projets assez passionnants. On a travaillé sur Notre-Dame-des-Landes, on travaille en ce moment sur le renouvellement du Stade de France, la Philharmonie de Paris, beaucoup de projets aussi dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. On est une société ancienne, puisqu'on existe depuis 40 ans. On a aujourd'hui à peu près 45 collaborateurs. Nos clients, c'est principalement les grands donneurs d'ordre public, les industriels, les groupes opérateurs, aussi les fonds d'investissement. Et donc, intervenant sur toutes les politiques publiques, moi et mon équipe en particulier, on intervient surtout sur les sujets liés à l'environnement, à l'aménagement et à l'énergie. Très bien. Je vous laisse continuer le petit tour. Je ne sais pas comment si ça fonctionne. Bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Yves Lederer. Je dirige donc un des 4 opérateurs français qui intervient sur ce marché des réseaux de chaleur et de froid, qui s'appelle Coriance. Voilà, donc nous, notre vocation. Alors nous, on est un peu plus jeune que ma voisine, puisque nous, notre société n'a que 25 ans. Et en fait, nous, notre vocation, c'est de créer ou de rénover des réseaux de chaleur, alors soit ex nihilo, quand des collectivités locales décident de se lancer dans ce type d'opération, et bien en fait, nous assurons à la fois la conception, le financement et l'exploitation de ces réseaux sur des contrats de longue durée. Donc ce sont des contrats de délégation de services publics. Les collectivités locales nous délèguent le service public de fourniture de chauffage et d'eau chaude sanitaire par l'intermédiaire de ces réseaux. Et donc, nous exploitons ces réseaux au sein des villes, on y reviendra, en utilisant donc effectivement le maximum d'énergie renouvelable, on y reviendra également, puisque effectivement, je me permettrai ce soir de faire un peu de publicité pour ce mode de chauffage très vertueux. Voilà, donc Coriance aujourd'hui, nous exploitons, nous avons 41 délégations de services publics en France, donc environ dans 41 villes. Nous sommes 450 personnes, voilà, et donc et nous sommes une société en très forte croissance parce que nous avons la chance d'être sur un marché effectivement très porteur de nos jours, de par les volontés de transition énergétique et de décarbonation que nos installations permettent de faire. Voilà, donc on reviendra plus tard sur d'autres sujets plus précis, mais voilà grosso modo qui nous sommes. Alors j'ajoute juste une petite chose, c'est que je ne suis pas venu seul. Donc tout à l'heure, pendant le cocktail, je suis venu avec 3 collègues donc, qui sont ici devant. Là, donc, Philippe Dabreux, qui est donc directeur général adjoint de Coriance, qui est donc lui, c'est le financier de la bande. Ensuite, derrière, il y a Sandrine Lampérière, qui est notre directrice juridique. Voilà. Et puis Mathieu Chiron, qui est notre directeur technique. Donc vous avez ici 3 spécialités. Donc après, durant le cocktail, si vous avez des questions spécialisées en fonction des thèmes, eh bien, vous avez les interlocuteurs requis qui seront à votre disposition pour discuter. Voilà, j'en ai fini. Je crois que Finance Consult est venu en force aussi. Est-ce que oui, regarde, il y a un nouvel arrivant. Ah. et d'autres dans la salle, effectivement, assez nombreux. Donc, qui seront aussi disponibles pour répondre aux questions, puisqu'ils sont encore plus sachants que moi sur les réseaux de chaleur. Jérôme ? Bien, bonsoir à tous. Donc, je suis Jérôme Lépée. Je suis avocat associé du cabinet Adaltis. Alors, Adaltis, nous, on a 54 ans. Voilà, c'est fait. On est 70 avocats en France, donc on est installé dans le siège historique est à Lyon, mais il y a une jolie équipe à Paris, dont fait partie Estelle, qui est en face de moi, qui est en plus mon ancienne stagiaire il y a quelques années, donc on se connaît depuis pas mal de temps. Donc le cabinet, c'est historiquement plutôt un cabinet de droit public des affaires, avec maintenant des équipes corporate et autres. On est installé à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Rennes, et puis en Chine, où j'étais il y a quelques jours. Pour ma part, je ne travaille que dans l'énergie, pour des producteurs d'énergie, des transporteurs, pas trop les transporteurs, plutôt sans les attaquer actuellement, mais les distributeurs, des consommateurs, et je suis un ancien d'EDF, démissionnaire d'EDF en 2008. Il y a beaucoup d'avocats dans l'énergie qui sont des anciens d'EDF, comme en télécom, les anciens de France Télécom, mais en énergie, c'est l'ancien d'EDF. Voilà, un peu d'Engie aussi. Et donc je travaille pour des producteurs d'énergie, pour les métropoles, ça m'arrive, justement sur les concessions de chaleur, étant entendu qu'on en parlera après, la particularité des réseaux de chaleur, c'est qu'il faut produire, il ne faut pas seulement distribuer, il faut aussi produire. Donc il y a également des notions de production d'énergie, de consommation, et on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour ma part. Merci beaucoup.
Merci, on va commencer avec une première question pour vous, Yves. Alors, la chaleur est le premier usage énergétique en France et ça représente 45% de l'énergie finale consommée. Donc, produire de la chaleur, qui est la forme finale la plus dégradée de l'énergie, c'est en soi pas un défi technique. Le vrai défi, en revanche, c'est de la produire au bon moment, à la bonne température, en quantité suffisante, la transporter efficacement, voire la stocker. En 2020, le fossile représente une bonne partie de la production, 2/3, et c'est le gaz naturel qui permet en majorité de répondre à la demande et aux contraintes. 60% donc, vient du gaz. Cependant, le caractère fortement émetteur du CO2 et la disponibilité limitée de la ressource poussent à chercher des substituts et à se diriger vers la production de chaleur d'origine renouvelable ou à minima bas carbone. Donc j'enchaîne sur cette première question. Pourriez-vous déjà nous expliquer en quoi consiste concrètement un projet de création de réseau de chaleur ? Un projet de création de réseau de chaleur, d'abord, ça naît donc, au sein d'une collectivité locale. Donc, il faut bien avoir en tête qu'un réseau de chaleur ne fait sens que s'il y a une densité urbaine suffisante pour justifier les lourds investissements que va requérir la création du réseau. Donc il y a cette notion, dans le cadre d'un habitat diffus, par exemple, avec des zones pavillonnaires espacées, le réseau de chaleur, de nos jours, en tout cas, c'est très compliqué de trouver une rentabilité à un réseau de chaleur. Par contre, dès lors qu'il y a une certaine densité urbaine, le réseau de chaleur peut prendre tout son sens. Et en France, il y a quand même beaucoup d'endroits, que ce soit bien sûr de métropoles, mais également, et parfois c'est surprenant, mais également des villes plus petites de province, où en fait on peut mettre en œuvre de gros réseaux de chaleur. Donc un réseau de chaleur, comme ça a été dit, c'est une installation, c'est du chauffage ultra collectif. C'est une installation centralisée de production d'énergie, donc une chaufferie, des puits de géothermie par exemple, ou de la récupération d'énergie sur une usine de traitement de déchets. Et à partir de cette production, donc on chauffe de l'eau, d'accord, qui circule dans des tuyaux et au travers de la ville et qui vont alimenter des immeubles. Et c'est en fait par ce circuit, l'eau qui alimente ces immeubles se refroidit en délivrant son énergie et repart donc en chaufferie pour se réchauffer. Et donc c'est un cycle comme ça qui permet de délivrer de chauffage et de l'eau chaude sanitaire à des immeubles. Alors des immeubles souvent publics, ça peut être des équipements municipaux, des gymnases ou des hôpitaux, mais c'est aussi des logements, beaucoup de logements, HLM, copropriété privée. Mais on peut aussi alimenter, on a des exemples où on alimente des industriels ou des sites particuliers, des sites touristiques par exemple. J'aime bien citer l'anecdote que nous alimentons par exemple un célèbre site touristique dans la Drôme qui est la ferme aux crocodiles, qui est le site touristique le plus visité de la Drôme. Donc les crocodiles sont chauffés par le réseau de chaleur que nous opérons. Voilà, ils ne s'en plaignent pas. Donc voilà un petit peu le principe du réseau de chaleur. Et donc... alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un outil de production et de distribution d'énergie locale. C'est-à-dire que, contrairement à nos concurrents énergétiques, notamment le gaz, le gaz circule dans des tuyaux délivrés par GRDF, GRT Gaz, etc. Nous, en fait, et ça c'est très important parce que le réseau de chaleur, c'est un outil qui appartient à la ville, à la métropole, donc au maire, au président. En fait, c'est son outil. C'est son outil de production et de distribution d'énergie locale. C'est très important parce qu'en fait, notre métier consiste à s'ancrer dans les territoires. Voilà, donc, et ceci pour de longues durées. Donc voilà un peu ce qui préside à la création des réseaux de chaleur. Et de nos jours, pourquoi il y a une telle appétence pour ce mode de chauffage ? Comme il a été dit tout à l'heure, en fait... le chauffage représente en France environ 45% de l'utilisation d'énergie. Sur ces 45%, donc évidemment des quantités très importantes d'utilisation énergétique. La part des énergies renouvelables globale dans ce panel, dans ce chiffre de 45% des besoins énergétiques, représentait en 2021 22%. D'accord ? Donc 22% du chauffage est produit à partir des énergies renouvelables. En 2021, même année, la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, c'est 60%. Donc, on voit bien ici qu'en fait, les réseaux de chaleur, leur grand mérite, c'est d'être le meilleur vecteur pour valoriser des énergies renouvelables et de récupération. Et on sait tous que de nos jours, c'est un sujet considérable pour faire des économies d'émissions de tonnes de CO2 à l'atmosphère. Donc, le réseau de chaleur en France représente, comme ça a été dit, que 4 à 5% du marché du chauffage, ce qui est très faible, mais
les perspectives et les volontés de développement sont beaucoup plus importantes que pour tous les autres modes de chauffage. C'est-à-dire qu'il y a une volonté des pouvoirs publics de passer de ce 4 à 5% à 8 ou 9% dans les 5 ou 6 prochaines années, à doubler de taille, donc à doubler le nombre de réseaux, à développer les réseaux existants. Tout ça parce que ça permet de valoriser des énergies vertueuses. Voilà. Et un dernier mot, parce que je ne veux pas être trop long, mais un signe que c'est un sujet stratégique, c'est que nous, notre société Ecoriance, eh bien, nous avons fait l'objet d'une cession par notre actionnaire. Nous sommes détenus par des fonds d'investissement, historiquement, et même si nous avons été créés à l'origine par Gaz de France, entreprise publique, mais depuis, nous sommes détenus par des fonds d'investissement. Nous avons été mis en vente par le fonds qui nous détient encore aujourd'hui en début d'année 2023. Et en fait, nous avons été repris, donc ça va être officiel, enfin, c'est pas officiel, mais finalisé dans quelques semaines, par un consortium de 2 fonds, donc un fonds français d'infrastructure qui s'appelle Vauban, je crois qu'il est un des sponsors de Infravenir, et puis la Caisse des dépôts. Donc, Caisse des dépôts, et ça a été un peu surprenant pour pas mal de monde, y compris nous. Et pourquoi la Caisse des dépôts ? En fait, on est détenu par l'entité de la Caisse des dépôts qui s'appelle Participation stratégique. La Caisse des dépôts, tout le monde sait que c'est un bras armé de l'État. Et donc, en fait, ça montre que l'État, via la Caisse des dépôts, a bien identifié que Coriance, donc opérateur de réseau de chaleur, avait un rôle stratégique à jouer dans le cadre de la transition énergétique, parce que ce secteur des réseaux de chaleur est devenu stratégique en France, ce qui n'était absolument pas le cas depuis l'origine de l'existence de ces réseaux. J'en reste là pour cette première question. Merci beaucoup. Une deuxième partie de la question, pour en revenir aux sources d'énergie. Regardez. Désolé Sandra. Pour en revenir aux sources d'énergie, les réseaux de chaleur, pour avoir recours à plusieurs technologies, on parlait en introduction de géothermie, de biomasse ou de déchets. Quels sont les critères de choix qui permettent d'arbitrer entre chaque type d'énergie renouvelable ? Est-ce qu'il y a peut-être une technologie qui se dégage particulièrement pour alimenter les réseaux de chaleur ? Alors, réponse faite assez naturelle. Comme je disais, le réseau de chaleur, c'est un outil local. Donc, et donc, nous, Coriance, on aime bien dire, parce qu'en fait, on a des gros concurrents qui sont filiales de grands groupes énergéticiens. Nous, on est indépendants, et donc on a coutume de dire et de mettre en avant le fait que nous valorisons l'énergie la plus pertinente localement. Alors effectivement, on trouve essentiellement, peut-être qu'à l'avenir ça évoluera, mais aujourd'hui, il y a 3 énergies renouvelables ou de récupération qui sont utilisées par les réseaux de chaleur. Il y a la géothermie profonde, c'est-à-dire donc on va forer des puits à 2 km sous terre pour aller chercher l'énergie du sous-sol. C'est une technique pétrolière. Il y a la biomasse, donc c'est brûler du bois ou des végétaux dans des chaufferies. Et puis il y a la récupération d'énergie, de chaleur fatale, souvent auprès d'usines d'incinération de déchets, ou ça peut être auprès d'industriels. Et par exemple, on va voir de plus en plus la récupération d'énergie auprès de data centers, qui sont en train de s'implanter un peu partout, de par les besoins en termes de gestion, de stockage de data. Donc voilà, on a en fait 3 grandes sources d'énergie, et laquelle utilisons-nous ? En fait, on n'en privilégie aucune. On privilégie celle qui est pertinente localement. Exemple, en Île-de-France, où le bassin géologique se prête beaucoup à la géothermie, d'ailleurs pas dans toute l'Île-de-France, surtout dans l'Est et le nord de l'Île-de-France, eh bien, on privilégie la géothermie, puisque il y a un bassin sous terre, profitons-en. Mais la géologie ne permet pas de faire ça partout, loin s'en faut. Il y a beaucoup de régions en France où c'est impossible de faire de la géothermie profonde. Dans ce cas, on fait de la biomasse, par exemple. Dès lors qu'on est en province, on utilise la biomasse. En France, il y a une surface forestière très importante qui s'accroît d'année en année. Donc, il y a de grandes ressources forestières pour utiliser la biomasse. Et enfin, dès lors qu'il y a... Mais alors là, évidemment, on est sujet à l'implantation. Dès lors qu'il y a un industriel, une usine d'incinération de déchets, un data center à proximité ce qu'on appelle un puits de chaleur, c'est-à-dire d'un besoin de fourniture en énergie, évidemment, on profite de cette chaleur fatale pour récupérer l'énergie et alimenter effectivement les clients autour. Et là, on est un peu dans le cadre de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on a des cas où on peut afficher qu'on se chauffe avec les déchets qu'on produit. Voilà. Merci Jérôme, beaucoup. tu voulais réagir, je crois. Oui, j'en ai un aussi, une source originale. On a travaillé pour Ferney-Voltaire, qui est à côté, pour les Nordiques, qui est à côté de la Suisse. Donc, c'est le CEA, l'accélérateur de particules. Le phénomène d'accélération de la particule organisé par le CEA crée de la chaleur. Donc, vous êtes sur une boucle qui fait 4 ou 5 km de diamètre, je crois. Ils ont mis des puits.
pour récupérer la chaleur, et cette récupération de chaleur est après injectée dans le réseau de chaleur de Ferney-Voltaire. Donc c'est un nouveau sourcing de chaleur qui est assez original. En plus, on a fait une CMOP, mais je pourrais en parler par la suite. Mais en l'occurrence, c'est un sourcing assez original. Oui. Deux heures. Merci beaucoup. Justement, je vais me tourner vers toi pour la prochaine question. Donc, on a rappelé tout à l'heure que je crois que c'est l'ADEME qui avait donné une définition assez générale du réseau de chaleur. Donc, Yves nous a expliqué assez techniquement en quoi ça consiste, sauf qu'il n'existe pas dans les textes législatifs ou réglementaires de définition juridique du réseau de chaleur. Mais en revanche, on voit qu'il existe plusieurs critères de qualification qui sont utilisés pour distinguer les différents types de réseaux de chaleur. On peut voir différentes qualifications coexister, des réseaux techniques, des réseaux privés, des services publics de chaleur ou de froid. Donc on comprend qu'il existe des réseaux publics, mais aussi des réseaux privés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les différentes qualifications et comment ça fonctionne ? Bon, d'abord, pour une fois que le législateur ne s'est pas aventuré à faire une définition qui aurait été fausse ou inexacte, on peut s'en réjouir. Alors, un réseau technique, je prends un exemple d'une usine qui a 2 ou 3 bâtiments sur le site de 3 ou 4 hectares. Et l'usine a besoin naturellement de chauffer ses bâtiments. Donc, elle fait son petit réseau. Elle demande à Coriance de l'aider à faire son réseau, à l'aider à distribuer. On est sur une notion technique unitaire. C'est un réseau, mais il n'y a qu'un seul consommateur qui est l'entreprise, en tous les cas les bâtiments qui sont sur le site. Un réseau privé, alors j'en ai quelques exemples en tête, donc ça va vous aider à l'identifier. Un hôpital. Un hôpital qui lui-même a besoin de chaleur, qui fait une jolie cogénération à côté de l'hôpital. Et il y a un peu trop de chaleur qui vient de cette cogénération pour assurer sa propre consommation. Donc il va aller valoriser la chaleur auprès des quelques consommateurs qui peuvent être aux alentours. Ça peut être un EHPAD, ça peut être le coiffeur du coin qui a ça. Alors après, ça peut être des petits sujets juridiques quand même. Mais en l'occurrence, ce réseau de chaleur, il y a plusieurs consommateurs qui sont indépendants du producteur sur un plan juridique, et vous avez une vente d'énergie. Réseau privé, vente d'énergie. Et le maître d'ouvrage, naturellement, c'est l'opérateur. Alors, je vous ai dit l'hôpital, donc c'est plutôt un opérateur public, mais je travaille actuellement sur un dossier avec un producteur d'énergie, et on travaille avec un promoteur immobilier, et on va faire 4 ou 5 bâtiments tertiaires. Il y a une école, et on fait un réseau de chaleur privé. D'ailleurs, c'est par géothermie. Je regarde Estelle, qui travaille sur le dossier, c'est de la géothermie pas très profonde, et l'énergie, après, va être distribuée auprès des consommateurs. C'est un réseau privé. Le réseau public, cette fois-ci, c'est la métropole la métropole, j'avance trop vite. C'est la collectivité territoriale qui va mettre la main, qui va être maître d'ouvrage et qui après va décider si elle le gère en direct via des régies, si elle le délègue à un opérateur. Donc il y a différents montages juridiques qui sont possibles. Bon, le montage le plus connu, c'est en effet la concession. Peut-être qu'on y reviendra par la suite. Mais en tous les cas, c'est bien la collectivité qui met la main là-dessus, qui estime qu'il y a un besoin de ses habitants, et donc elle va procéder aux études liminaires, faire ces différents plans un peu qui font peur, les PCAET, les SRADET, des terminologies en droit de l'urbanisme qui sont toujours absolument effrayantes. Mais en l'occurrence, la collectivité va déterminer dans quelle mesure elle peut réaliser ce réseau, le faire réaliser et voir le montage juridique qui sera mis en œuvre. Mais on est bien, en fait, ça ressemble au réseau privé, mais c'est la collectivité qui a la main dessus. Voilà. Et on est bien sur de la vente d'énergie là-dessus. Transition toute trouvée. Donc, le Code général des collectivités territoriales confère en particulier aux communes la compétence justement juridique en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid. En revanche, dans le cadre du développement pratique des projets, de nombreuses questions sont posées, à l'instar des questions qui ont pu se poser d'ailleurs sur des projets d'énergie renouvelable autres, quant à l'existence d'une compétence partagée entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, et la faculté éventuelle des communes de transférer justement cette compétence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors je dis quelques mots, je triche un peu, j'ai pris des notes parce que je suis avocat privatiste, et quand je vois la complexité du domaine public sur les sujets de transfert de compétences, j'ai pris quelques notes. Donc je parle également sous votre contrôle, madame la directrice juridique, au cas où ce sujet ne soit pas suffisamment précis. D'abord, la compétence de réseau de chaleur, par principe, ce sont les communes. Mais les communes, elles sont souvent regroupées. Maintenant, il y a les métropoles, et en l'occurrence, ce sont les métropoles qui ont la compétence réseau de chaleur. Les communes souvent sont petites. Vous savez qu'il y a plus de communes en France que dans l'ensemble de l'Europe. Il y a 36 000 communes encore. Et donc souvent elles se regroupent et elles créent parfois des EPCI, établissements publics, qui ont pour objet justement de gérer une compétence particulière que leur a transférée ou pas la commune. Enfin, en général, que leur a transférée la commune.
Donc, en l'occurrence, la compétence, c'est les communes, mais bien souvent, c'est une communauté de communes, ou pour les métropoles, c'est bien ces métropoles qui auront cette compétence. Alors, quand on transfère une compétence à une commune, en principe, celui qui a transféré perd complètement cette compétence. À ceci près que je vais prendre un exemple absolument probant, la compétence production d'énergie. Parce que quand vous avez un réseau de chaleur, vous produisez, mais vous distribuez aussi. Et donc, on est presque sur 2 compétences, parce que la production d'énergie, c'est extrêmement large. La collectivité qui veut mettre quelques panneaux photovoltaïques au-dessus de chez elle, vendre en obligation d'achat ou autre, elle produit de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe si elle a transféré la compétence de production d'énergie en pensant au réseau de chaleur et qu'un jour, elle veut faire la production d'électricité? Est-ce qu'elle a transféré cette compétence? Donc là, on rentre un petit peu dans le marasme juridique de la compréhension de ces sujets de transfert de compétences. Bon, il n'empêche que les collectivités, en effet, peuvent transférer cette compétence réseau de chaleur, mais ça ne signifie pas nécessairement qu'elles auront transféré la compétence production d'énergie. En plus, la production d'énergie, comme vous l'avez rappelé, ça peut être aussi lié aux déchets. Vous avez des déchets. À Lyon, on a l'unité de traitement des déchets. Elle brûle des déchets. Elle fait une cogénération. Ça signifie qu'elle injecte à la fois de l'énergie électrique dans les réseaux, mais également, elle fait aussi du réseau de chaleur. Je crois qu'elle est interconnectée au réseau d'un opérateur bien connu à Lyon. Donc, ce sujet de compétences est en effet un peu sensible. Et les collectivités, en plus, quand elles n'ont pas transféré de compétences, peuvent très bien s'allier avec d'autres collectivités et faire des montages de réseaux de chaleur en commun. Donc elles s'allient, elles se coordonnent afin de lancer des appels d'offres en commun. Il faut être clair, pour aller voir un opérateur, je pense comme Coriance, il ne s'agit pas de faire 300 mètres de réseau. Il s'agit quand même pour une collectivité de pouvoir répondre au maximum aux besoins de ses administrés. Et tant qu'à faire, si on met un petit peu d'argent sur la table, notamment dans le contrat de concession, il faut qu'il y ait un amortissement et il faut qu'on puisse correctement amortir l'unité de production que l'on va construire. Parce que quand on doit ouvrir toutes les tranchées de la ville pour mettre des canalisations, il faut quand même qu'il y ait une proportionnalité dans le projet. Donc l'adhésion à un EPCI ou le transfert à un EPCI est parfaitement possible. C'est vrai que ce n'est pas toujours extrêmement simple, mais en l'occurrence, ça se fait. Oui, voilà, au niveau de la compétence. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Je ne sais pas si vous vouliez rebondir. Non, pas spécialement. Éventuellement, juste pour confirmer évidemment ce que vient de dire Jérôme, parce que pour constater en fait sur le terrain que nous voyons de plus en plus d'appels d'offres de création de réseaux de chaleur lancés par des groupements de villes. C'est-à-dire que en fait, alors ils créent des syndicats mixtes, enfin des outils juridiques spéciaux, voilà, pour pouvoir ensemble lancer une opération. Et ça, effectivement, on le voit de plus en plus. Alors, sans parler, bien sûr, des communautés d'agglomération, des communautés de communes, des métropoles, qui sont des gros groupements par nature déjà de collectivités, mais il se crée des groupements ad hoc pour lancer un projet de réseau de chaleur. On en a plusieurs en ce moment, je dirais, en appel d'offres. Oui, et on voit aussi des consultations dans lesquelles la collectivité lance la création d'un réseau et s'alimente auprès d'une autre collectivité qui a la production de la source d'énergie. Et c'est souvent le cas en fait pour la production, enfin l'énergie qui provient des déchets. C'est pas la même collectivité qui a nécessairement la source de production et celle qui derrière lance le réseau. Et donc ça crée pas toujours des situations très évidentes à gérer, alors qu'on a face à plusieurs collectivités qui pourraient partager leurs intérêts. Alors, en outre, la collectivité, même si elle a cette compétence-là, mais à Lyon, par exemple, on avait travaillé avec Finance Consult sur la possibilité de récupérer la chaleur qui était issue de la vallée de la Chimie pour que cette chaleur, on puisse l'injecter dans le réseau lyonnais. Donc, c'était pas tellement une compétence de la ville d'aller toquer à la porte des producteurs, des producteurs d'énergie, qui souvent l'énergie est partie pour les petits oiseaux. Mais néanmoins, c'est la métropole qui a fait cette action de le promouvoir. On était sur 40 millions d'investissements pour cette récupération de la chaleur fatale, des usines de la vallée de la Chimie. Donc, les métropoles sont actives là-dedans et parfois, même si ce n'est pas elles qui auront la maîtrise d'ouvrage, elles pourront déclencher l'opération par leur action, de sensibilisation ne serait-ce. Oui, parfois, souvent, c'est au travers de la compétence développement économique. C'est aussi un moyen de soutenir la présence locale de l'industrie. Anne-Sophie, je me tourne vers toi peut-être pour parler plutôt marché. Donc on parlait en introduction des 833 réseaux de chaleur en France.
Est-ce que tu pourrais nous donner un panorama global du marché français et des quelques ordres de grandeur du secteur de réseau de chaleur en France aujourd'hui ? Anne-Sophie, Léa, est-ce que tu peux mettre le schéma, s'il te plaît ? Merci. Oui, alors ça, c'est pas que pour moi le schéma. Non, mais du coup, voilà, je voulais pas interrompre au début, en effet, pour ça fait une transition. C'est Anne-Sophie pour illustrer ce qu'est ce service et cette infrastructure. Peut-être on peut le commenter 2 minutes avant de partir sur les grands chiffres. Oui, bien sûr. Donc le schéma là, ici représente une unité de production, donc, qui peut être, on l'a dit, une usine de traitement des déchets, un industriel, une géothermie, une biomasse. Donc ça va être l'installation de production de la chaleur. Les CAPEX, quand on crée un réseau de chaleur, il y a 2 composantes, l'installation de production et les réseaux de distribution. Donc c'est ce qu'on voit là sur le schéma, qui vont donc alimenter des points de livraison. Et derrière les points de livraison, on a les utilisateurs de la chaleur. Et donc en général, du point de livraison à l'utilisateur, on est sur un réseau qui est un réseau secondaire, qui n'est pas toujours dans le périmètre du service, même pas souvent. Et donc les bénéficiaires, c'est, comme ça a été dit, soit des logements sociaux, puisqu'on a des volumes importants et un souci de maîtrise du prix de l'énergie. C'est souvent, et on verra que ça a un intérêt aussi dans les choix des montages, des installations publiques, des équipements publics, donc des écoles, des piscines, qui fait souvent du concédant, des premiers utilisateurs des besoins en chaleur. Et puis parce que c'est quand même une idée de développement pour les réseaux, quelques logements individuels, même si on s'est déjà confronté à des cas dans lesquels c'était pas forcément économiquement très favorable ou très facile d'aller chercher des logements individuels. Il y a quand même aussi cette idée de réussir à développer l'usage pas seulement sur les collectifs. Peut-être juste un mot de précision, parce qu'il est très important à comprendre, Anne-Sophie l'a effleuré, c'est qu'en fait le réseau de chaleur, on appelle ça réseau primaire, donc ce que vous voyez sur le slide, c'est en fait un réseau qui circule dans la ville et qui arrive au pied de l'immeuble. En fait, le réseau de chaleur, il délivre la chaleur en gros, entre guillemets, un grossiste. Et la chaleur, ensuite, dans l'immeuble, il y a un autre réseau interne à l'immeuble qui est différent, qui s'appelle le réseau secondaire, qui fait l'objet d'un autre contrat, un contrat privé que l'immeuble gère. C'est pas du tout, il ne fait pas partie du contrat de concession. C'est très important de savoir qu'il y a une limite technique et contractuelle entre le réseau de chaleur qui arrive au pied de l'immeuble et les installations intérieures de chauffage de l'immeuble. Voilà, donc c'est pas le même fluide qui circule. Le réseau de chaleur, il s'arrête au pied de l'immeuble et il repart, comme c'est indiqué sur le schéma, pour se réchauffer dans la chaufferie. Voilà, mais à l'intérieur de l'immeuble, c'est un autre circuit. Un petit élément. Je vois l'immeuble, donc il y a beaucoup de réseaux de chaleur qui sont aussi gérés par des HLM. Enfin, HLM ou en tous les cas de l'habitat collectif. Donc vous avez 2 ou 3 bâtiments et il y a un seul réseau, il y a un opérateur qui va gérer ce réseau, puis après une distribution. Et comme l'indique Yves, il y a bien distingué les notions de réseau primaire et de réseau secondaire. Alors après, il y a un truc auquel je pensais. On parle de réseau de chaleur, mais c'est en général de la vapeur, mais ça peut également être de l'eau. Quel est le fluide que l'eau porte en général ? Alors en fait, effectivement, historiquement, il y avait des réseaux de chaleur à la vapeur. Il en existe encore, notamment celui de Paris. Et celui, nous en gérons à Clichy, dans le 92. Mais il n'y en a quasiment plus, parce que la vapeur présente des risques. La vapeur, il faut faire attention, quoi. Oui. Il y a un côté de sécurité assez dangereux. Donc il y a de moins en moins de réseaux vapeur. Ensuite, il y avait des réseaux, il y en a encore des réseaux en eau surchauffée. C'est-à-dire c'est de l'eau, alors je ne sais pas, 160 degrés. Donc de l'eau très très chaude qui circule dans les tuyaux. Ça aussi, petit à petit, ils disparaissent au profit des réseaux qu'on nomme réseaux eau chaude, avec de l'eau, tout simplement, qui circule à 90 degrés. Voilà, et donc maintenant, quand on crée des réseaux ex nihilo, c'est systématiquement des réseaux eau chaude, et on transforme progressivement les anciens réseaux vapeur et eau surchauffée en réseaux eau chaude. Alors, ça pose des problèmes techniques, parce que, effectivement, l'intérêt de la vapeur ou de l'eau surchauffée, c'est qu'avec un plus petit volume, on véhicule plus d'énergie, puisque c'est beaucoup plus chaud, donc il faut grossir les tuyaux, etc. Mais ça présente beaucoup d'autres avantages de passer en eau chaude. Et si vous voulez des détails, Mathieu, ici présent, vous éclairera là-dessus tout à l'heure. Alors Benjamin, tu voulais quelques chiffres sur le marché, oui, avant de passer sur le financement. Ouais. Donc
j'ai mon pense-bête parce que je ne les connais pas par cœur. Autant on connaît bien l'économie des projets individuels, mais à l'échelle nationale, j'ai besoin de ce pense-bête. Donc, on a dit tout à l'heure, vous l'avez dit en introduction, les réseaux de chaleur livrent à peu près 27 TWh de chaleur par an. Ça représente 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 2,5 millions d'équivalents milliards, et 2,5 millions d'équivalents logements qui sont desservis par les réseaux de chaleur. On l'a dit aussi, 60% 60% de la chaleur qui est livrée est issue d'énergie renouvelable et de récupération. Alors, ça a aussi été dit, mais je vais l'éclairer avec quelques chiffres. Majoritairement, les réseaux de chaleur sont en zone urbaine dense, puisque c'est ce qui rend, en tout cas jusqu'à présent, le service économique par rapport à des sources de chaleur alternatives. Donc, à eux seuls, 10% des réseaux de chaleur en France représentent 85% des livraisons de chaleur. Donc, c'est majoritairement les zones urbaines et les métropoles qui sont desservies. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi, qu'à peu près 1 milliard d'investissements sont réalisés chaque année sur ce secteur d'activité et que ça a bien sûr vocation à croître pour atteindre les objectifs de décarbonation et que c'est une solution locale qui va largement y contribuer. Et pour compléter tes chiffres, justement, Anne-Sophie, tu parlais de 27 TWh, c'est ça? Et donc l'objectif PPE pour 2028, il est fixé à 36, si je ne me trompe pas. Donc pour donner un ordre de grandeur par rapport à là où on en est, par rapport aux objectifs qu'on est censé atteindre et l'accélération un peu nécessaire aussi sur les projets. Et du coup, ça fait une bonne transition sur le financement. Les réseaux de chaleur sont essentiellement financés sur la base du tarif qui est facturé à l'abonné. Au regard de ce mode de rémunération et des investissements, comment sont structurés aujourd'hui ces plans d'investissement? Et peut-être pour en revenir aux acteurs, peut-être nous faire une présentation aujourd'hui des différents players qu'on retrouve sur la chaîne de valeur. Tout à fait. Alors, les mêmes sources que j'ai utilisées tout à l'heure, j'ai oublié de la citer, c'est un rapport que fait Amorce chaque année, Amorce, c'est une association de collectivités qui intervient dans le domaine de l'eau, de l'énergie et des déchets. Donc, chaque année, publie un rapport sur le prix, sur les réseaux de chaleur et notamment sur le prix de l'énergie, le prix des réseaux de chaleur. Dernier rapport disponible, il date de 2022 avec des chiffres de 2021. Le tarif moyen des réseaux de chaleur, c'était 80 € du mégawattheure hors taxe et 74 € pour les réseaux majoritairement en énergie renouvelable et de récupération. Un tarif qui avait augmenté de seulement 9% par rapport à l'année précédente. Donc, dans un contexte 2021 de crise de l'énergie, ça a permis de constater que les réseaux de chaleur sont une solution qui permet de stabiliser, de sécuriser le coût de l'énergie dans le temps. Tu disais que les réseaux sont majoritairement financés par le tarif. C'est vrai, mais pas que, qu'il y a quand même une part importante de soutien public dans le coût de revient de la chaleur, puisque au niveau des investissements, l'ADEME, via son fonds chaleur, participe à peu près à hauteur de 30% dans le financement des infrastructures. Donc ça représente de l'ordre de 20 € d'économie du prix de service pour l'usager. Et la TVA à taux réduit, dont bénéficient les réseaux qui ont plus de 50% d'énergie renouvelable dans l'énergie délivrée, permet une économie de l'ordre de 10 € du mégawattheure dans le tarif. Donc on voit que quand un usager paye 80 €, sans ces soutiens publics que sont la TVA à taux réduit et le fonds chaleur, donc la subvention à l'investissement, on serait plutôt de l'ordre de 120 € le coût de revient, indépendamment de ces deux sources d'économie. Donc oui, le tarif finance majoritairement le service, mais il y a également des soutiens publics à cet investissement. On pourra en reparler après. Que vous dire d'autre que le tarif il a une structure binomiale, c'est souvent le cas dans les industries de réseau. Qu'est-ce que c'est une structure binomiale? C'est-à-dire qu'il y a une part qui rémunère l'investissement, une part qui est fixe, qui permet de réaliser les installations qu'on a vues précédemment, l'installation de production et l'installation de distribution. Et puis on a une part qui est variable, qui est la part qui rémunère le combustible. Et donc qu'est-ce qui fait que le réseau de chaleur
il réussit à sécuriser le coût de l'énergie dans le temps, et bien c'est notamment parce que la part variable, elle n'est pas prioritaire, enfin elle n'est pas majoritaire dans la structure de coût. C'est un peu moins vrai ces dernières années, puisque avec l'augmentation du prix des fluides, la part variable a augmenté. Alors je vais reprendre mes sources, mais en 2021, la part variable, c'était 60%, et la part fixe, c'était représentait 40%. Et cette répartition, en fait, elle va être très variable selon la source d'énergie qu'on utilise. Si la source d'énergie, c'est une usine de traitement des déchets ou un industriel qui fournit de la chaleur fatale, finalement, il n'y a pas beaucoup d'investissements à réaliser. On achète la chaleur à un industriel ou à une usine de traitement des déchets, et l'investissement, c'est majoritairement, même quasi uniquement des réseaux. Donc, dans ce cas-là, la part fixe, elle va être beaucoup plus faible, de l'ordre de 40%, voire moins. Et l'essentiel, du coup, va être dans l'achat du fluide. À l'inverse, si on est sur une installation type géothermie qui est très capitalistique, avec des forts coûts d'investissement, mais après peu d'achat de combustible, uniquement pour faire la sécurité ou l'électricité pour faire fonctionner les pompes, là, on va avoir une part fixe du tarif qui va être très importante et une part proportionnelle qui va être beaucoup plus faible. Les acteurs du secteur, c'était ton autre question. C'est un secteur dans lequel on trouve, en réponse aux consultations d'appels d'offres publics, deux acteurs majeurs qui représentent 75% du marché. C'est Engie et Dalkia, et puis deux autres acteurs qui sont également présents, deux autres acteurs industriels, donc Coriance qui est présent aujourd'hui et IDEX qui est également un acteur du secteur. Eux deux, IDEX et Coriance, représentent environ 15% des parts de marché. C'est un secteur où on trouve beaucoup, une part significative de sociétés d'économie mixte. D'ailleurs, le plus gros contrat français qui fait 5 TWh, donc 20% de la chaleur distribuée par des réseaux, c'est une SEM, celle de Paris. Et on trouve aussi des SEM à Strasbourg avec RCUA, à Grenoble avec GEG, à Montpellier avec la CERM. Donc c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de... Enfin, l'économie mixte est très favorable. Pourquoi ? Parce que les collectivités sont des consommateurs importants. Les collectivités, elles ont la main sur les plans de ZAC, l'aménagement du territoire, et donc elles contribuent à dérisquer les opérations. Et donc le couple industriel-collectivité est assez opérant, ce qui rend l'économie mixte favorable, un montage favorable à ce secteur d'activité. C'est un secteur où les fonds d'infrastructure sont très présents, soit parce qu'ils détiennent directement les industriels. Yves nous en a parlé, c'est le cas de Coriance. C'est aussi le cas d'IDEX, qui sont détenus directement par des fonds d'investissement. Les fonds, on les retrouve aussi au niveau des infrastructures de production. Ils peuvent investir dans des centrales CSR, directement sur les outils de production, également sur les outils de stockage, qui vont jouer un rôle de plus en plus important à l'avenir dans ce secteur d'activité. Donc ça a été dit, c'est un secteur qui est très capitalistique, avec un plan d'investissement significatif à réaliser. Et parce que je pense que ça intéresse beaucoup les participants dans la salle, c'est un secteur dans lequel on fait peu de financement sans recours. On pourra aussi en reparler. Ça renchérit pas mal le prix du service. On pourra en parler de manière plus détaillée, les raisons pour lesquelles ça renchérit le prix du service, mais c'est vrai que hormis quelques cas particuliers où on a dû mettre en place des financements sans recours parce que c'est plutôt le montage qui le justifiait que l'opportunité économique, globalement, il n'y a pas beaucoup de financement de projet sur le secteur du chauffage urbain. Merci Anne-Sophie. Tu parlais justement du volet capitalistique qui représente une vraie barrière à l'entrée en fait, pour arriver sur ce secteur. Je peux peut-être laisser Yves réagir avec une vision plus industrielle sur ce point-là. Effectivement, nous, en tant qu'opérateurs qui avons été cédés plusieurs fois au cours de notre histoire, nous avons veillé, en tant que manager de l'entreprise, à toujours avoir des actionnaires, effectivement, avec de gros moyens financiers et avec un profil infrastructure, c'est-à-dire des fonds infrastructure, pas des fonds de private equity. Parce que on a un profil, un business model qui est assez particulier, c'est-à-dire que
On investit extrêmement lourdement au départ d'un contrat, mais c'est pourquoi on investit tellement que les contrats font 20, 25, 30 ans de long. Donc ensuite, on a une visibilité très importante sur la durée, puisque nous allons avoir des revenus pendant toutes ces années. Donc effectivement, un des enjeux majeurs, c'est d'avoir un actionnaire qui ne rechigne pas à investir, à nous suivre en investissement. Alors bien sûr, il y a du financement externe, mais il faut aussi apporter du capital. Et donc effectivement, c'est une caractéristique du métier. C'est un métier de long terme, avec de très lourds investissements et des revenus, je dirais, jamais garantis, mais en tout cas avec une belle visibilité sur les revenus dans la durée, ce qui renforce notre attractivité pour ces fonds infrastructures. Un petit commentaire. Sur le plan juridique, je crois que moi, quand on lit les contrats parfois de chaleur, on s'étonne, les anciens contrats, de la différence entre les engagements qui étaient pris par les opérateurs. Il y a eu, il y a 2-3 ans, un travail qui a été fait par l'ADEME et par, je ne sais plus quelle structure, qui a sorti des contrats types qui ne sont pas parfaits, mais qui, en l'occurrence, à mon sens, rassurent les investisseurs et rassurent aussi les banques, parce qu'on arrive sur des modèles qui naturellement nécessitent d'être négociés à la marge, parce que factuellement, le contrat est une retranscription factuelle. Donc comme les faits sont différents, le contrat doit être différent. Mais néanmoins, on arrive maintenant à des modèles qui sont assez bien structurés et qui accélèrent les négociations. Et c'est quand même plutôt favorable à tout le monde. Ça aide aussi parce que on voit qu'il y a un modèle qui n'a pas été cité, ce sont les CEMOP. Donc les CEM, ce sont des sociétés d'économie mixte, mais lorsque la collectivité désire lancer un programme de réseau de chaleur, elle va lancer un appel d'offres où elle va dire, bien, quel est l'opérateur privé qui veut faire un joli réseau de chaleur chez moi, mais attention, je lance mon appel d'offres, mais je veux avoir 10, 20, 30, je ne sais plus combien la limite, % de la société qui va porter l'ensemble de l'opération. Donc, Coriance a la joie d'avoir à son tour de table actionnaire également la collectivité territoriale. Bon, ça, c'est ses avantages, ça, c'est ses inconvénients. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui se développe pas mal. Donc, Ferney-Voltaire, on l'avait fait. Je crois qu'il y a Amiens qui avait été fait. Clermont a été lancé comme ça, de mémoire. Strasbourg, j'ai un doute. Mais Clermont, c'était sûr. Et il y a quand vous en parliez, oui. Bon, d'accord. C'est un peu loin de mes bases, donc je ne connais pas. Mais en l'occurrence, on s'aperçoit que les collectivités vraiment s'y intéressent de plus en plus. Et le fait d'avoir maintenant des dispositifs contractuels plus récurrents, ou en tous les cas plus facilement compréhensibles, à mon avis, est un bien oui, pour les financiers, mais aussi pour vous lorsque vous devez négocier ces contrats. Mais au risque de... Ah non, tu ne me contredis pas. contredire tes réflexes d'électricien, on n'utilise pas beaucoup les contrats types. Bien, c'est un tort. Voilà. Mais juste pour rebondir sur le rôle, le rôle éminent de la collectivité territoriale au regard de ces réseaux de chaleur, il faut bien comprendre. En fait, elle a par exemple, dans le cadre d'une CEMOP, elle a 3 casquettes différentes. C'est-à-dire qu'elle a la casquette d'actionnaire à nos côtés, elle a la casquette d'autorité délégante, puisque c'est toujours elle qui supervise, qui attribue le contrat de délégation de service public, et elle a la casquette de client, puisque forcément, dans ces gros contrats, on va alimenter ses immeubles. Et on va donc lui envoyer des factures à elle aussi en tant que client. Donc elle a 3 casquettes vis-à-vis de nous. En temps normal, c'est 2. C'est dans la délégation de service public classique, concession, c'est 2. C'est autorité délégante client. Et dans la CEMOP, elle a en plus le rôle d'actionnaire. Donc il y a effectivement quelques CEMOP. Nous, on n'a pas une expérience encore énorme, puisqu'on en a gagné une très récemment, donc à Caen. Mais elle n'est pas encore, elle démarre tout juste. Alors on va voir comment ça se passe, cette relation actionnariale avec notre délégant, où en fait, dans le cadre de la société CEMOP, nous aurons des intérêts communs, puisque nous sommes associés. Par contre, en tant que délégataire et délégant, on aura peut-être des discussions de négociation entre un prestataire et son délégant. Donc on aura peut-être des situations un peu schizophrènes, où il faudra qu'on demande à la personne à qui on parle quelle casquette elle met pour nous parler. Mais on va vivre ça va être nouveau. Merci beaucoup. Jérôme, je me retourne vers toi, mais Anne-Sophie a déjà un peu abordé le sujet tout à l'heure. Si on se place du côté usager, les réseaux de chaleur constituent un moyen de réaliser des économies, en tout cas constituent
elles ont un atout économique. En revanche, il faut bien garder à l'esprit que le prix de la chaleur n'est pas complètement décorrélé du prix de l'électricité, puisqu'il est intégré aux dépenses de fonctionnement et d'entretien du réseau, notamment. Or, nous l'avons vu, les prix de l'électricité, indexés sur le prix du gaz au regard de la tarification au coût marginal, sont sujets à une forte volatilité et à une hausse sur le long terme. Donc les réseaux de chaleur peuvent nécessairement être financièrement impactés aussi et pénalisés en fonction de l'état des marchés de l'énergie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà comment est décomposé en fait le coût de la chaleur, et ensuite est-ce qu'aujourd'hui il est encore intéressant d'investir dans ces dispositifs malgré le contexte haussier sur les marchés de l'énergie ou le contexte très volatile sur les marchés? Alors, je fais vite parce qu'en effet, Anne-Sophie a déjà répondu en partie avec le côté redevance fixe, qui est la redevance fixe et la part proportionnelle. La part proportionnelle, c'est ce qu'on appelle le R1, qui est lié à la consommation du consommateur. Et elle va refléter en effet le coût du combustible. Naturellement, il faut un comptage pour déterminer ce qu'a consommé le consommateur. Après, il y a la part fixe. Alors, la part proportionnelle est en kilowattheure, alors que la part fixe est en kilowatts. C'est une puissance que vous allez payer par rapport à ce qui vous est raccordé. Donc on va en effet calculer les coûts du combustible, le fameux GER, gros entretien renouvellement, qui fait toujours l'objet d'un peu de discussion en amont du contrat, puis aussi à la fin parfois. Mais en l'occurrence, là j'ai une affaire, un contentieux en l'occurrence, contre un opérateur, un gestionnaire de réseau, qui a un réseau de chaleur, mais qui brûle du gaz. Et les prix du gaz ont explosé. Il y a un désaccord entre celui qui achète et celui qui vend, donc, mais désaccord fort. Hein. C'est les prix du gaz, comme vous le savez, enfin, avec la crise ukrainienne, ils ont pris x3, x5, x8. Maintenant, c'est redescendu. On est autour de 40-50 euros le mégawattheure. Je pense 50 euros le mégawattheure devrait stabiliser. Mais il n'empêche que l'électricité est en effet un élément qui rentre dans les calculs, mais pas tant que ça. Ça va plutôt être le gaz, à mon sens. Mais comme il y a une telle diversité de réseaux de chaleur et donc de productibles qu'il peut y avoir des soucis. Là, récemment, j'avais une interrogation sur la problématique des déchets. Au départ, vous avez du carton, vous pouvez considérer que c'est du déchet, mais dans la mesure où il peut être brûlé, il peut également être considéré comme un actif qui va vous permettre de créer cette chaleur. Donc parfois, un déchet était quelque chose où on vous payait pour le récupérer. Maintenant, il va falloir vous payer parce que vous en aurez besoin, et donc ça peut entrer une augmentation du prix de la chaleur. Tout dépend de la nature du productible et sa valeur à l'instant T. Donc voilà. Donc pour résumer, ces prix de l'énergie vont dépendre de la structure de ce réseau. Pas tant de l'électricité, plutôt du gaz, mais vraiment par rapport au productible qui a été initié. Merci beaucoup. Tu veux réagir Oui, qu'est-ce que je peux dire que T'es d'accord ? C'est pas une oui, je suis obligation. d'accord. Pareil. Non, c'est vrai que l'électricité, ça joue pas beaucoup dans le prix de la chaleur vendue sur les réseaux, sauf le cas de la géothermie. Puisqu'effectivement, là, dans le coût de la production, donc c'est pas dans les combustibles qu'on va retrouver l'électricité, mais c'est dans le coût de production donc dans la part fixe. Là, il y a un besoin en électricité qui est assez fort, et donc dans les contrats, on essaye de le sécuriser au maximum avec des dispositifs que Jérôme connaît bien, notamment des contrats de PPA, où on demande à l'industriel d'acheter la chaleur sur le long terme, même si c'est un peu plus cher que le coût du marché au jour le jour, mais au moins ça permet de sécuriser dans le temps le coût de la production. Que dire d'autre ? Aussi que le tarif, il est composé, donc on l'a dit, d'une part proportionnelle au mégawattheure et d'une part fixe, et que la part fixe, autant la part proportionnelle, elle va s'indexer tout au long de la vie du contrat sur la mixité, donc en fonction des sources d'énergie qui sont utilisées par le réseau. Eh bien, on va avoir une pondération avec des indices qui reflètent le coût de ces énergies. Donc, normalement, le prix suit le contexte, la conjoncture. Et dans la part fixe, où on rémunère quand même en majorité les infrastructures, à partir du moment où les infrastructures sont livrées, eh bien, cette part fixe, elle ne s'actualise plus. Son prix est défini pour toute la durée du contrat. Et donc, c'est à ce moment-là aussi que le coût des installations, le prix au mégawattheure, va devenir favorable pour les usagers, puisque 100% du prix n'est pas indexé à la conjoncture, mais seulement la part proportionnelle. Ou peut-être sur ces sujets d'énergie. Alors effectivement,
jusqu'à présent et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de... Ce qui impacte beaucoup le tarif, y compris des réseaux de chaleur, c'est le prix du gaz. Parce que dans le mix énergétique que nous utilisons, historiquement, il y a bien sûr de l'énergie renouvelable au maximum, mais le complément est toujours fait par du gaz. Alors, quand le gaz, effectivement, est multiplié par 3 ou 4, comme ça a été le cas pendant la crise, eh bien, ceux qui sont chauffés tout gaz, eh bien, évidemment, ils prennent 3 à 4 fois, alors hors bouclier tarifaire gouvernemental, mais ils prennent 3 à 4 fois un multiplicateur sur leur facture. Ceux qui bénéficient d'un réseau de chaleur avec, par exemple, 60% d'énergie renouvelable, eh ben, ils ont l'impact de la hausse du gaz sur 40% de leur facture, ce qui est déjà mieux, mais qui peut quand même faire mal. C'est pourquoi toute notre action, toute notre énergie, c'est le cas de le dire, en fait, nous la mettons à proposer dorénavant aux collectivités des réseaux de chaleur 100% énergie renouvelable. Et du coup, là, quand nous y parvenons, c'est pas toujours possible, ça dépend du contexte local, comme on disait, mais quand nous y parvenons, et nous y sommes parvenus récemment sur de nouveaux projets, en fait, on s'affranchit totalement de l'évolution du prix du gaz. Donc c'est bien, et c'est notre objectif à terme, c'est d'être 100% énergie renouvelable. Et donc, quand on ne peut pas être à 100%, on vise le taux maximum. Donc dans le passé, on visait 55 pour avoir les subventions ADEME, puisqu'il fallait avoir minimum 50. Maintenant, on vise minimum 80% et si possible 100%. Et comme ça, on s'exonère totalement des crises énergétiques liées au prix du gaz. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Je continue, Anne-Sophie, avec toi par rapport au Fonds Chaleur, donc, qui a été lancé en 2009 pour soutenir la filière. C'est le premier soutien de l'État au développement des énergies renouvelables pour la production de chaleur. Il est géré par l'ADEME et il est principalement destiné à l'habitat collectif, aux collectivités, aux entreprises. Donc en montant, en 2022, il y avait 370 millions d'euros qui avaient été alloués, relevés pendant la crise ukrainienne à 520 millions. Est-ce que ces mécanismes d'aide sont suffisants et est-ce que les aides sont suffisamment bien encadrées, notamment l'aide à l'investissement au lieu d'obligation d'achat ou de complément de rémunération garantie? Alors, effectivement, les réseaux de chaleur, c'est pas comme les autres énergies que dont vous discutez souvent au sein d'Infravenir. Donc, en effet, il n'y a pas de mécanisme d'obligation d'achat, quoique en y réfléchissant, j'ai trouvé quelques similitudes, je pourrais en parler après, ni de complément de rémunération. Effectivement, ici, l'intervention publique, elle est uniquement sous forme de subvention, et principalement via le Fonds Chaleur, un peu de FEDER, mais principalement Fonds Chaleur, donc qui, depuis 2009, a distribué 3 milliards d'aides pour un montant total d'investissement de 10,8 milliards. Donc ça correspond aux chiffres annoncés tout à l'heure, et c'est ce qu'on voit dans les projets sur lesquels on intervient. On peut toujours compter sur une participation du Fonds Chaleur à hauteur de 30 à 35% du montant des investissements, et le solde est financé donc par les capitaux et la dette bancaire. Est-ce que c'est un mécanisme efficace ? C'est ce qu'a dit la Cour des comptes dans un rapport qui a analysé le sujet. Nous, qu'est-ce qu'on voit dans les projets ? On voit que l'ADEME, qui distribue ce fonds chaleur, elle est très vigilante sur l'usage qui est fait de la subvention. Elle vérifie que ce n'est pas utilisé par les industriels pour faire de la marge, mais que ça va bien bénéficier aux usagers du service. Donc, tout au long des échéances de paiement de ce fonds, eh bien, elle vérifie les décaissements qui ont été faits sur les CAPEX. Donc, tu l'as dit, le fonds il a été significativement abondé par rapport à l'origine, où on était de l'ordre de 200 millions d'euros par an, 520 millions d'euros en 2022. Si on écoute les professionnels, peut-être qu'il voudra prendre la parole sur le sujet. Les dotations, elles sont insuffisantes pour répondre au plan d'investissement. Et Sandra l'a rappelé tout à l'heure, on a un objectif d'augmentation significative du nombre de réseaux et donc nécessairement d'augmentation du budget du fonds chaleur. La filière professionnelle souhaite qu'en 2024, le fonds chaleur soit bondé à hauteur de 850 millions, à hauteur de 900 millions... 850 en 2024 et 900 millions en 2025. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le risque qu'une fois la crise passée,
le soufflet retombe et que le bonus qui a connu le fonds en 2022, on ne le retrouve pas dans les exercices suivants. Et quand on finance des boucliers tarifaires, on ne finance pas des nouvelles infra et on ne finance pas la décarbonation en France. Donc oui, c'est un mécanisme efficace qui nécessite d'être abondé davantage, notamment peut-être pour faire émerger des réseaux dans des zones moins denses, puisque aujourd'hui, on continue, quand on fait des études de faisabilité, avant de lancer une opération, on fait une étude de faisabilité dans laquelle on dimensionne les CAPEX, on dimensionne les OPEX et on dimensionne en fonction du réseau qui peut être réalisé, quel va être le prix du service. Et l'étude de faisabilité conduit à un lancement de l'opération si on arrive à un coût qui est plus favorable qu'une référence qui aujourd'hui reste une référence gaz, qui comprend prix du gaz qui ne comprend pas tout le coût du carbone d'ailleurs. Donc si on veut réussir en effet à faire plus de réseaux, et notamment sur des zones moins denses où nécessairement le prix est plus élevé que ces tarifs de référence, oui, il faut davantage de soutien. Récemment sur le fonds chaleur, je précise, la demande de la profession, c'est 1 milliard en 2024. Mais le gouvernement a, il y a 2 jours, je crois, annoncé 800 millions. Donc c'est mieux que les 500 dont on bénéficiait jusqu'à présent, mais on n'est pas encore au milliard qui serait nécessaire pour effectivement développer, accélérer le développement de ces réseaux. Merci beaucoup. Oui, si je voulais dire que sur les obligations d'achat, on a un mécanisme un peu pareil en fait sur les réseaux, mais qui est organisé localement. Quand un réseau se fournit auprès d'une UVE ou auprès d'un industriel, quel est le contrat de cession de chaleur? Finalement, c'est l'équivalent d'un contrat d'obligation d'achat. On appelle ça un contrat de take-or-pay. C'est-à-dire que l'industriel ou l'usine s'engage à délivrer une quantité de chaleur à un tarif convenu entre les parties et le réseau, donc celui qui va acheter la chaleur pour la distribuer, s'engage à une prise dans ces conditions. Donc on a effectivement des mécanismes sur ces cas particuliers où la production de chaleur est externe au contrat de concession. On a des mécanismes qui sont un peu similaires à l'obligation d'achat, mais pas du tout organisés à l'échelle nationale, organisés au cas par cas en fonction du coût de production. Souvent en fait en fonction du coût alternatif, plutôt de la recette alternative que pourrait faire le producteur de chaleur si par exemple pour une UVE il transformait cette chaleur sous forme d'électricité. Donc là il va se référencer quand même au prix de l'électricité pour définir le prix auquel il va céder le gaz au réseau. Et dans le cas des industriels qui parfois ne valorisaient pas cette énergie, là on a des prix qui peuvent être très variables et qui dépendent vraiment de cas particuliers locaux. Merci beaucoup. Donc si on revient un petit peu plus, Jérôme, sur les montages juridiques, parce qu'on l'a un petit peu évoqué partiellement tout à l'heure. Donc on comprend que les collectivités peuvent à la fois décider donc de porter seules les projets, mais aussi parfois de s'associer avec d'autres collectivités ou d'autres personnes publiques compétentes pour créer ou gérer des réseaux de chaleur. Donc on a parlé effectivement de montage type société d'économie mixte, donc les SEM, ou les CEMOP, donc les sociétés d'économie mixte à opération unique. On a bien compris que le véhicule contractuel historique et le plus fréquemment utilisé, c'est le contrat de concession. Mais est-ce que c'est effectivement bien le cas en pratique? On comprend ce que disait Yves, que oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres véhicules juridiques qui peuvent être utilisés? Et est-ce que, par exemple, on peut voir des montages comme ce qu'on peut voir dans des projets d'énergie renouvelable avec des sociétés anonymes type SA ou SAS ENR ou pas? Et Anne-Sophie, est-ce qu'il y a un avantage pour le financement? Alors, d'abord, le montage, au départ, il n'y a pas de montage. Une collectivité, comme on l'indiquait, peut très bien le gérer elle-même. Elle fait une régie intéressée, donc il n'y a pas de montage en soi. Néanmoins, il faut qu'elle arbitre. Quand elle choisit de faire une régie plutôt qu'une délégation de service public, elle doit elle-même déterminer si économiquement et techniquement, c'est la solution la plus rentable. Bon. Néanmoins, le montage concessif est en effet un montage historique, d'ailleurs très français, hein, c'est les Français qui l'ont inventé. Le montage concessif, on le distingue en général en deux. Il y a le contrat de concession par lequel la collectivité va confier à l'opérateur le soin de construire, gérer
exploiter l'unité de production et ou d'ailleurs l'unité de distribution, parce qu'on peut aussi distinguer les deux. Alors, je ne veux pas être trop compliqué, mais néanmoins, je retourne encore dans ma dichotomie entre la production et la distribution. Mais là, dans le contrat de concession, eh bien, on confie à l'opérateur privé le soin de financer. Il y a ce qu'on appelle parfois la notion d'affermage. L'affermage, c'est lorsque... Alors, c'est aussi de la concession sur un plan juridique, mais l'affermage, c'est simplement que les ouvrages ont déjà été construits. Et après, on va les confier à l'opérateur privé. Le sujet des SAS2NR... je ne le trouve pas évident, parce que, encore une fois, d'abord, on a eu un sujet, SAS2NR. La SAS2NR, sauf erreur, dans le Code de l'énergie, il est indiqué que c'est de la production et de la production d'énergie renouvelable. Mais il n'y a pas la part distribution. Donc, à mon sens, je ne vois pas comment on peut monter une SAS2NR, donc une société d'énergie renouvelable, dans la mesure où la part vente distribution me semble ne pas être concernée par le Code de l'énergie quand il permet aux collectivités de prendre des participations dans ces SAS2NR. N'oublions pas que c'est une exception et qu'une exception en droit doit être analysée de façon stricte. Donc, aujourd'hui, en matière de réseau de chaleur, si on peut voir les SAS2NR, ça ne va concerner que la part production, pas la part distribution de chaleur. Et je pense qu'il faut réellement distinguer les deux. D'autant que, à mon sens, c'est quand même pas... Enfin, c'est le même métier. Oui, vous produisez, vous distribuez, mais les compétences techniques que vous avez quand vous produisez, vous avez des équipes qui vont gérer la production et des équipes qui vont gérer la distribution. Le fait il faut, à mon sens, distinguer à la fois techniquement, mais également distinguer juridiquement. Et ici, je ne pense pas qu'on peut avoir d'un côté une régie ou une délégation de service public qui va porter uniquement sur la partie distribution et une SAS2NR qui va faire la prod. En tous les cas, si c'est fait, il faut que ce soit conscient, organisé et qu'on structure bien les montages, sauf d'autant que les investissements sont quand même importants des deux côtés. Donc je pense, SAS2NR aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup en matière de chaleur. On va, si ça vient à l'esprit, c'est vraiment je produis et après je valoriserai ma chaleur via une distribution, ou via une distribution pour des consommateurs finaux, ou via des PPA, via des montages qui vont être un peu différents, un peu mieux structurés. Mais je ne le vois pas aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple en tête où on a monté une SAS2NR spécifiquement pour la production d'énergie renouvelable à destination d'un réseau de chaleur. Yves ? J'ai un exemple. Merci. J'ai un exemple chez Coriance. En fait, alors effectivement, tout ce que vous avez dit est bien sûr juste. Simplement, mais ça existe, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons construit une SAS-ENR avec une collectivité locale. Donc, c'est une société commune entre la collectivité et nous, la ville et nous. En fait, on a 90% des parts, elle a 10%, parce que là, c'est libre, le pourcentage. C'est très souple comme montage. D'ailleurs, on l'a fait ça en gré à gré. Ce qu'on apprécie, c'est si rare. Donc, on a créé cette société. Et effectivement, elle a sa vocation, c'est de forer un puits de géothermie, donc de la production d'ENR, donc c'est ce qui va se faire. Et ce puits de géothermie, il va alimenter un réseau de chaleur, alors qui n'est pas que de la distribution, parce que sur ce réseau, il y a d'autres outils de production. Mais ça sera un puits qui viendra en plus des chaufferies gaz, d'une cogénération qui existe déjà. Et donc, cette société SAS-ENR, avec donc les deux associés, Coriance et la ville, va vendre son énergie renouvelable au réseau, avec bien sûr des quantités, enfin des volumes, des prix prédéfinis, en amont de tout ça, parce que le réseau, il appartient aussi à la ville. Voilà, donc effectivement, on a ce montage. Alors ça, c'est un premier montage, et on en a configuré un deuxième. Il y a pas longtemps qu'on a gagné. Alors là, la ville avait lancé une sorte de consultation, alors absolument informelle, puisque c'est pas régi par le code de quoi que ce soit, mais elle avait lancé une consultation pour choisir son associé dans la SAS-ENR qu'elle voulait créer. Et donc, elle a consulté des opérateurs que nous sommes, et puis elle nous a choisis à la fin de cette consultation. Et donc, nous avons constitué cette société commune qui va, là encore, forer un puits de géothermie qui vendra son énergie au réseau. Voilà. Et là, en l'occurrence, nous, notre rôle, c'est d'assurer, je dirais, l'essentiel technique du projet et notre quote-part financière liée à notre actionnariat. Et dans ce deuxième projet que nous avons à réaliser, la ville a pris 30%. Il y a bien deux entités juridiques différentes. Ah oui, absolument, ouais, absolument, ouais. oui, absolument.
D'ailleurs, dans le premier cas que je citais, si ça a été fait comme ça, c'est que nous sommes le délégataire de service public du réseau. Mais par contre, dans le deuxième, ce qui est encore original, c'est que nous ne sommes pas. C'est un confrère qui opère le réseau et nous, on va construire avec la ville l'outil de production d'ENR qui va vendre sa chaleur géothermique au réseau, opéré par un autre. Donc tout est possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions pour nos intervenants ? Bonsoir, merci beaucoup. J'aurais deux questions. Une première question qui est extra-financière et une autre question qui est financière. J'ai été interpellé par la conclusion que finalement les montages en financement de projet se prêtaient assez mal au financement des réseaux de chaleur publics. Donc je voulais un peu comprendre pourquoi il y avait cette spécificité dans le secteur, parce qu'on pourrait, sans connaissance particulière, on pourrait penser que finalement ça s'y prête assez bien, peut-être avec des montages de DAI qui seraient adaptés avec des choses où on peut avoir des VNC en fin de contrat et aussi des parts fixes, donc peut-être baisser les coûts de financement. De ce que vous avez dit, j'ai eu l'impression aussi que le risque de la société était relativement limité, parce que de ce que j'ai compris, il y avait un pass-through un peu sur le risque de variation de l'électricité. Donc il y avait un peu tous ces éléments qui se prêtaient finalement à des projets bancables, à des conditions compétitives, et malgré ça, finalement, il y avait cette conclusion qui était que le financement de projet était peut-être pas le meilleure source de financement pour gagner des appels d'offres. Donc ça serait sur la partie financière. Et sur la partie extra-financière, une comparaison finalement de grammes de CO2 émis par mégawattheure par rapport à un chauffage à l'électricité en France. Est-ce qu'on a des ordres de grandeur sur finalement qu'est-ce qui émet le moins de CO2 entre un chauffage collectif et un chauffage avec de l'électricité? Moi, je ne sais pas répondre à Tu es engagé sur des ordres la de deuxième grandeur. partie. Alors, moi non plus. Oui, Anne-Sophie répondra à la première question, mais non, la deuxième question, je ne sais pas répondre comme ça, parce que, en fait, déjà, un réseau de chaleur, il n'y a pas une émission de CO2 pour un réseau de chaleur. Ça dépend, à chaque réseau, en fonction de son taux d'ENR, il a son niveau d'émission. L'objectif, c'est un 100% ENR, comme je disais tout à l'heure, c'est pour arriver à zéro émission. Donc voilà. Donc, après, et quelles sont les émissions pour un logement à chauffer à l'électricité, je ne sais pas. Guillaume, tu sais? Alors dis. Oui. Bon, bonsoir tout le monde. Présente-toi peut-être, Guillaume, avant. Oui, bon, alors moi je suis Guillaume Planchot, j'ai 44 ans. Et je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, puisque ma famille a créé une société qui s'appelle IDEX il y a 60 ans. Et donc je suis tombé dans le réseau de chaleur. Et je suis tombé amoureux un peu plus tard grâce aux ENR. Donc pour répondre à votre question, 79 grammes pour le contenu du CO2 de l'électricité, c'est un calcul normatif fait par l'État. Et la moyenne nationale constatée des réseaux, c'est 103 grammes. Donc on a l'objectif d'atteindre moins de 75 grammes pour l'ensemble des réseaux français, puisqu'il y a encore un certain nombre de réseaux qui doivent se décarboner, puisque le réseau parisien, par exemple, c'est 60% encore de carbone. Donc voilà, donc on est sur des systèmes très performants en termes d'émissions. Le gaz, c'est 230, et le fuel et le charbon, on n'en parle même plus, puisqu'on veut plus les voir. Donc voilà, vous avez un facteur 2 par rapport au gaz, et une équivalence par rapport à l'électricité. Oui, 30%, 79 aujourd'hui, 103 en moyenne. Bon, le 79 est un calcul normatif fait par l'État. Le 103 est un calcul réel sur relevé. Donc bon, 30 ans, on conteste un petit peu puisque on ne se chauffe pas à la pointe hivernale. En fait, quand on parle d'infrastructure, il faut vraiment dimensionner les infrastructures pour la pointe. C'est le sujet du système électrique. On a un système électrique qui consomme ou qui appelle plus de 100 gigawatts l'hiver et plutôt 50 l'été. Donc il faut dimensionner pour 100 gigawatts. Et donc généralement, vous appelez des centrales fossiles pour faire cette pointe. C'est pour ça qu'on n'est pas tous d'accord sur le contenu réel du chauffage électrique en France. L'ADEME, il y a quelques années, disait 185 grammes. Voilà, les choses ont un peu changé. Mais voilà, donc c'est pour cette question précise. Oui, il me restait la question du financement sans recours. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Enfin, ça peut fonctionner. Je ne voulais pas dire que le financement sans recours ne fonctionnait pas dans le cadre des réseaux de chaleur. Mais en fait, on l'a dit tout à l'heure, les réseaux de chaleur, c'est
des contrats qui sont passés par des collectivités territoriales. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle lance ces consultations ? En général, c'est pour pouvoir desservir à leurs usagers les chaleurs au prix le plus bas possible. De même qu'elles organisent la distribution de l'eau potable et qu'elles cherchent, au travers du prix de l'eau, à ce que les usagers payent l'eau la moins chère possible. Et donc, partant de cette donnée, ce qu'on constate quand on veut faire du financement sans recours sur des réseaux de chaleur, c'est que le financement sans recours, compte tenu du fait que même si la clientèle des réseaux elle est assez sécurisée et que les contrats sont longs, comme l'a dit Yves, néanmoins, il faut réussir à aller chercher les clients, puisque les clients ne sont pas du tout garantis dans le cadre du contrat. Le rôle du concessionnaire, c'est d'aller chercher les clients, encore plus quand on est sur une création de réseau, puisqu'il y a 0 client et qu'il faut donc aller chercher tous les clients. Donc il y a un risque trafic qui est important. En plus, si les bâtiments qui utilisent la chaleur voient leur performance énergétique s'améliorer, eh bien le besoin en chaleur va diminuer, et donc la vente, le chiffre d'affaires du réseau est aussi en risque en fonction de l'amélioration de la performance énergétique. Et donc on a quand même un risque sur le chiffre d'affaires qui est assez significatif. Et quand on a voulu faire des montages en financement de projet, on en a fait notamment dans les cas de CEMOP, notamment à Amiens. Et bien, les banques demandaient des ratios, notamment des ratios de DSCR qui étaient élevés et qui coûtaient plusieurs euros au mégawattheure dans le prix du service. Ce qui, pour un opérateur qui répond à la consultation, qui peut avoir la capacité à financer par d'autres moyens, l'amène rarement à retenir la solution en financement de projet, puisqu'il sait, la consultation lui dit, c'est souvent le critère numéro 1, que ce qui va faire que son offre sera retenue, c'est que le prix soit le plus favorable à l'usager. Et donc c'est ce qui amène, pour moi c'est la raison principale au fait qu'on ne fait pas beaucoup de financement sans recours sur les réseaux de chaleur. Un petit complément. Là, vous parlez tout à l'heure de la société que vous avez montée, la SSENR. Peut-être que votre SSENR, elle, vous l'avez montée en financement de projet, vous pourrez la monter en financement de projet. En revanche, la partie distribution, comme tu l'indiques, est beaucoup plus complexe parce que là, il y a un aléa. L'aléa, ça, en effet, d'avoir des clients qui vont consommer. Selon autant que l'État a voulu mettre en place des mécanismes qui sont existants, ce qu'on appelle le classement des réseaux de chaleur, qui va obliger les consommateurs à se raccorder à ce réseau. Mais à se raccorder, mais pas à consommer. C'est-à-dire que même si vous avez un raccordement, comme tu l'indiquais, si ils font des très gros efforts de performance énergétique, au bout du compte, la consommation réelle du consommateur elle va être en baisse. Ce qui fait que vous avez un aléa économique que vous n'avez pas nécessairement, ou vous n'avez pas en matière de production d'énergie, sachant qu'en plus en production d'énergie, vous avez des contrats qui sont à moyen, voire long terme, surtout si vous montez encore une unité qui est nouvelle. Donc l'aléa n'est pas le même, et donc je suppose que l'aléa n'est pas le même, donc le risque n'est pas le même, donc le financement de projet me paraît beaucoup plus complexe également sur le plan juridique. Moi c'est un peu pareil à Simon, mais pas égal. Et on a parlé de deux différentes tarifications des R1 et 2 dans les district heating, et on a parlé surtout de la R1 qui c'est surtout lié au mix énergétique des consommations. Non, moi je voulais savoir, surtout dans cette période un peu volatile qu'on a de mix énergétique, mais surtout des prix, la fréquence dans laquelle cette pass-through s'actualise, c'est imminent, c'est mensuel, c'est semestriel, parce que finalement, c'est aussi un facteur de stabilité, non, par rapport au projet. Donc, juste pour savoir ça. Merci. Oui, ça c'est défini dans le contrat de concession. La plupart du cas, l'actualisation, elle se fait de manière mensuelle. Elle peut se faire annuellement, mais en général, l'actualisation, en tout cas pour ce qui est du contrat de concession, donc qui ne va pas jusqu'à l'usager final, mais qui va jusqu'au grossiste, comme l'a dit Yves tout à l'heure, c'est une actualisation mensuelle du prix de la chaleur. Merci. Du prix des énergies qui sont délivrées. En fait, on facture tous les mois, et on facture en fait tous les mois sur la base des index relevés pour le mois concerné. Donc en fait, effectivement, c'est une évolution. Alors, effectivement, il peut y avoir des variations importantes d'un mois à l'autre, mais dès lors qu'on utilise des énergies fossiles. Mais d'où l'intérêt d'avoir des énergies
non fossiles, parce qu'en fait, du coup, la tarification, y compris du R1, elle est beaucoup plus stable. Donc, juste pour rebondir, donc finalement, c'est un index public avec lesquels que vous utilisez pour pass through cette... Et c'est pas peut-être le coût réel que vous avez utilisé pour la production? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on utilise des index publics, parce que comme ça, ils sont incontestables, pour effectivement indexer nos factures sur la base de nos charges. Mais donc, il existe heureusement dans la plupart des cas des index qui représentent, par exemple pour le gaz, qui représentent leur véritable coût, mais on a parfois des problèmes effectivement de représentativité des indices publics vis-à-vis de certains coûts. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a un gros problème avec ça sur les coûts d'électricité. En fait, les index publics d'électricité, par exemple l'index INSEE, n'est pas du tout représentatif de l'évolution des prix d'électricité sur le marché. En tout cas, il n'est pas représentatif dans des périodes, en tout cas courtes. Je ne sais pas sur les années ce que ça va donner, mais en tout cas, à court terme, il n'est pas représentatif. Et quand l'électricité monte beaucoup, notre indice, il monte peu. Et ce qui est évidemment un problème pour nous. Merci. Merci. Donc c'est une question plutôt pour Monsieur Le Derrière en sa qualité de président d'une société industrielle dans le secteur. Question un peu générale. Par rapport à ce secteur, selon vous, quels sont les axes de développement, les opportunités? Je rebondis sur ce que disait Anne-Sophie sur peut-être le quota carbone. Ça va peut-être surenchérir un petit peu la solution de référence et permettre le développement de nouveaux réseaux. Des freins au développement, j'en ai pas identifié en soi, si ce n'est peut-être le manque de subventions du fonds chaleur. Et surtout, ma question, vous, en tant qu'industriel, selon quels sont les axes de développement en termes de nouveaux réseaux ou d'extension de réseaux? Est-ce que vous êtes plutôt sur les nouveaux réseaux ou les extensions de réseaux? Et la fin de ma question, c'est vous, en tant que société, dans le cadre d'une concurrence avec des acteurs qui sont très implantés, comment vous voyez, vous, votre stratégie ou l'opportunité pour augmenter votre part de marché par rapport à cette concurrence? Est-ce que c'est sur des nouveaux réseaux, des réseaux existants? Voilà. Bon, c'est ça. Donc, bon, je vais essayer de prendre dans l'ordre. Alors, d'abord, il y a les quotas carbone. À la fin, il y a les freins. Oui, alors, en fait, oui, c'est un peu lié. Alors, oui, les quotas carbone devraient être de nature à favoriser le développement des réseaux de chaleur vertueux au détriment des énergies fossiles. Bon. Mais je dirais que ce qui, en fait, aurait dû vraiment favoriser cette situation, c'était la fameuse taxe carbone qui a donné lieu aux manifestations des Gilets jaunes et qui donc a été abandonnée complètement, parce qu'à l'époque, il y avait une trajectoire, si vous vous souvenez, de la taxe carbone qui avait été fixée, et nous, on voyait arriver avec beaucoup de satisfaction, parce qu'en fait, ça permettait de devenir concurrentiel face à un gaz qui était historiquement très bas. Cette taxe carbone a été abandonnée, d'où le fait qu'aujourd'hui, et nous, on n'est pas spécialement des adeptes des subventions, mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de taxe carbone, effectivement, les subventions, comme l'a dit Anne-Sophie, sont indispensables pour générer des projets. Et d'où le fait que nous revendiquons une hausse du fonds chaleur, parce que, pour générer une concurrence que nous pouvons livrer face au gaz. Alors, deuxième question, c'était les barrières... Les barrières à la concurrence, ça m'intéresse un petit peu pour votre part de marché au niveau du secteur. Ah oui, alors on est sur un secteur, nous en fait on a été créé ex nihilo il y a 25 ans et on a réussi, alors il y avait à l'époque, comme aujourd'hui, 2 majors mais encore plus puissants qu'aujourd'hui. Bon, on a réussi à se développer vaille que vaille sur ce marché, modestement au début, et je dirais de manière de plus en plus accélérée. Alors pourquoi? D'abord parce que le marché lui-même se développe récemment, donc il y a de plus en plus d'appels d'offres, d'opportunités, donc voilà, statistiquement on a plus de chances de gagner des parts. Et puis, je dois dire en toute humilité que nous avons progressé, et je pense qu'aujourd'hui ce que nous avons en plus de nos gros concurrents, c'est que nous sommes une société à taille humaine, flexible. Comme vous l'avez compris, ces réseaux de chaleur, ce sont des outils de collectivité territoriale, donc les décideurs en chef, c'est des élus. Les élus sont des gens qui aiment bien des relations personnalisées, des relations avec un intuitu personné, comme on dit, très fort.
Et du coup, ça, je dirais que ça favorise un peu des sociétés de notre taille parce que voilà, il y a la relation humaine avec des sociétés de notre taille est plus facile à nouer durablement qu'avec des grands groupes où les gens bougent plus, voilà, et où la perception humaine est plus difficile à saisir pour les élus. Donc ça nous a donné l'opportunité de nous développer. Alors, effectivement, il est probablement, mais ça, plus facile pour nous de gagner des appels d'offres en création de réseaux, mais la concurrence est aussi très rude sur ces créations. Donc finalement, on trouve les mêmes et de manière très rude. Mais c'est vrai que le plus compliqué dans notre métier, c'est de répondre à un renouvellement de contrat de concession quand il y a un sortant qui est là depuis 40 ans, qui connaît tout, qui a ses relations, qui est implanté. Et donc, c'est vrai que c'est plus compliqué dans ces cas-là de prendre sa place. Mais nous y parvenons quand même de temps en temps parce qu'il y a assez régulièrement quand même, je dirais, la contrepartie de leur présence historique, c'est une certaine lassitude potentielle de la collectivité locale vis-à-vis de ce prestataire. Après, s'il a parfaitement travaillé, s'il a donné satisfaction, je dirais, il y a de grandes chances qu'il regagne. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, il y a même des griefs à l'égard du sortant, et du coup, on en profite. Voilà, donc c'est un peu comme ça que nous nous positionnons. Et comment nous allons accélérer encore notre croissance dans les années à venir? Alors, en fait, c'est parce qu'on a une ambition de doubler de taille entre maintenant et 2030, à nouveau. Alors, donc, c'est une grande ambition. Et comment nous allons faire? En fait, nous allons profiter du marché qui, on l'a vu, qui est un marché extrêmement porteur. Donc, le paradoxe, c'est que chaque dossier qui sort donne lieu à une concurrence effrénée, parfois contre-productive au niveau des opérateurs, alors qu'il se dit que, vu les besoins du marché, il semble, enfin moi j'ai lu que d'ici 2050, je crois, il y aurait besoin de 26 milliards d'investissements dans les réseaux de chaleur. Les 4 opérateurs réunis ne pourraient pas faire face, ne serait-ce qu'en termes de moyens, de facultés, de réalisation, de ressources humaines, etc. Donc c'est un peu paradoxal. On se fait une guerre terrible sur le moindre petit projet et globalement, on aura du mal à délivrer tout ce qui est attendu. Bon, voilà. Mais il n'empêche que nous, nous sommes sur ce marché. Nous croyons que nous allons bien sûr prendre notre part. Donc rien que si nous restions à notre part de marché, vu les projets, bien sûr l'entreprise croîtrait parce qu'il y a plus de projets, mais nous ambitionnons en plus de monter notre part au détriment de celle des autres. Voilà, pour les raisons que j'indiquais, en jouant sur nos atouts. Si je peux me permettre une question, c'est pour continuer sur la partie marché. Donc on a beaucoup parlé d'acteurs qui étaient déjà de moyenne et de grande taille avec le RCEA, réseau de chaleur de la ville de Grenoble par exemple, et des acteurs comme vous. Mais il y a également énormément de demandes au niveau des ce qu'on va appeler les micro-réseaux. On va attendre 20, 30 bâtiments peut-être. Est-ce qu'il existe un tissu industriel en France qui est capable de répondre à ces demandes? Et est-ce que des groupes comme Coriance par exemple se positionnent sur ce type de réseau? Alors, oui, alors le problème de ces petits réseaux pour nous, alors tout dépend de la taille, mais en fait, on pourrait se positionner, et on le ferait volontiers, sur des petits réseaux. Sachant qu'en France, il y a quand même encore beaucoup de villes moyennes qui n'ont pas de réseau de chaleur. Donc il y a déjà un marché là qu'on peut totalement appréhender, tout simplement parce que historiquement, d'abord c'est un mode de chauffage qui n'est pas connu, qui n'a pas été connu, qui n'a pas du tout été, sur lequel personne n'a communiqué dans le passé. Donc là, ça commence. Et là, il y a vraiment, on sent, nous, une bascule réellement en faveur de ce marché, mais ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc les villes, parfois, ne se lançaient pas par ignorance, tout simplement. Donc, voilà. Et en fait, le problème pour une société comme la nôtre, c'est que pour opérer, alors ça, je vais rentrer dans l'opérationnel, mais pour opérer un réseau de chaleur, il faut, bien sûr, c'est un service public, il faut délivrer 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on ait des équipes d'astreinte, c'est-à-dire qu'on ait en permanence quelqu'un qui est prêt à intervenir en cas de panne du réseau. Et sur des tout petits réseaux, en fait, on a besoin, parce qu'un réseau de chaleur, c'est très capitalistique, mais en ressources humaines, il n'y a pas besoin de grand monde. Et donc, un petit réseau, il y a besoin d'une personne ou d'une demi-personne à temps plein. Mais cette personne ne peut pas assurer l'astreinte. Donc, pour une astreinte, il faut une équipe de 4 personnes. Et du coup, ça nous limite. Alors, quand nous sommes présents localement, dans la ville d'à côté, à moins d'1 heure de voiture, là, on peut appréhender toute taille de réseau. Quand nous ne sommes pas présents dans la région, et ça arrive, et ben dans ce cas, c'est compliqué d'arriver ex nihilo et de prendre un réseau de si petite taille.
Voilà, c'est un peu ça notre critère en fait. Mais demain, si nous sommes implantés à Brive, eh bien, il y a un projet d'appel d'offres dans une ville qui est pas loin de Brive, qui s'appelle Objet. Je vais même oublier le nom de la ville, mais une petite ville. Bah là, si ça sort, on va s'y intéresser parce que c'est à côté et on pourra même mutualiser les équipes. Mais c'est ça le critère. Mais après, il y a un autre critère évidemment pour les petits réseaux qui se pose quand même à chaque fois, c'est est-ce qu'il est rentable de créer ce réseau parce que c'est un lourd investissement, le volume de vente va être assez restreint, donc il faut là pour le coup de bonnes subventions, et aussi que même si le volume de vente est restreint, il faut que ces fameux bâtiments, les 20 à 30 bâtiments, soient proches les uns des autres, qu'on n'ait pas à tirer des kilomètres de réseau pour les alimenter, parce que là ça tue le projet. On avait une question au fond à gauche. Bonsoir, merci. Première question, vous avez évoqué les problématiques d'indices INSEE. Est-ce que vous avez réussi à renégocier ces indices au cours des 2 dernières années? Non, on a essayé, mais pas pour l'instant. Okay. On ne désespère pas. Et la deuxième question, c'est quelle est la latitude que vous avez dans le cadre de contrats, notamment de DSP, pour offrir des prix avantageux pour des gros clients, type administration Alors là, on va toucher plutôt au domaine juridique parce que normalement, il y a un principe fondamental des délégations de services publics, c'est l'égalité de traitement. Donc normalement, on n'a pas le droit de faire des tarifs différenciés pour des gros clients ou des clients d'un type particulier. Il n'empêche, alors là je parle sous le contrôle de notre avocat, mais il n'empêche que on a des contrats où, par exemple, on a réussi, alors est-ce que c'est légal ou pas, je ne sais pas dire, mais par exemple à avoir des tarifs différenciés en fonction des types de clients. Par exemple, j'ai un contrat en tête où on a clientèle logement, clientèle équipement, voilà, et on a des tarifs un peu différenciés en fonction de cette typologie. Et en ce qui concerne les gros clients, alors on n'a pas le droit de changer, alors on joue un peu sur les mots, on n'a pas le droit, les tarifs sont les mêmes pour tout le monde dans tous les cas, et dans ces cas-là, on joue sur ce que Jérôme appelait tout à l'heure la puissance souscrite par l'abonné. En fait, on diminue artificiellement la puissance qu'on lui facture. Donc le fameux R2, il est par exemple à 40 € du kilowatt. Tout le monde paye 40 € du kilowatt, mais le gros client, en fait, on lui fait souscrire moins de kilowatts que ce qu'il devrait, ce qui revient à lui faire une remise. Voilà, donc on essaye de jouer comme ça sur... tout en restant dans le cadre légal, mais je parle sous le contrôle de Jérôme. Ça se fait, il n'y a pas de contentieux à venir a priori là-dessus, je ne sais pas si ça marche. Mais en l'occurrence, ça se fait, en principe, vous ne pouvez pas mettre, si deux clients sont exactement... Parle avec le micro pour l'enregistrement après quand même. Ok. Deux clients qui sont exactement dans la même situation, vous ne pouvez pas les différencier. Mais vous avez cité, certains en effet ce sont des logements, d'autres on a le droit de différencier les prix parce que vos clients sont dans une situation différente. Par ailleurs, il y avait eu un long débat à l'époque où on disait plus vous consommez, moins vous payez. Et là, on commence à avoir des raisonnements inverses. Plus vous consommez, plus vous paierez parce que nous avons des objectifs de baisse de la consommation d'énergie. Et donc il y a eu des débats juridiques. En l'occurrence, aujourd'hui, on admet ces mécanismes dans la mesure... C'est toujours ça en matière de collectivité. Parfois, on a peur, quand on est conseil de métropole, d'entité publique, il y a une peur d'une solution juridique. Et moi, je leur dis toujours, mais pourquoi vous voulez cette solution juridique? Parce qu'on pense que c'est bien pour telle ou telle chose. Eh bien, vous l'écrivez. Vous l'écrivez au moment où vous prenez la décision, vous justifiez la raison pour laquelle vous avez pris cette décision. Et après, on peut difficilement vous dire qu'il y a une suspicion de vouloir voler X ou Y. En l'occurrence, vous avez conscience de votre objectif, vous l'avez écrit, lorsque vous avez écrit, vous lui avez trouvé une logique qui peut être sociale, économique, mais en tous les cas, il faut pouvoir écrire ce que vous voulez faire. Et là, en l'occurrence, ça me paraît pertinent. Objectif de baisse de la consommation, eh bien, je vais plus taper sur mes grands consommateurs. Au contraire, j'ai besoin de pouvoir amortir mes installations. Eh bien, c'est les gros consommateurs, eux, qui vont payer le plus. Donc, il y a une logique qui se fait à chaque fois. Simplement, il faut qu'elle soit explicite. Peut-être juste sur ce sujet, on peut ajouter que c'est vrai que dans le domaine du chauffage urbain, il n'y a pas beaucoup encore d'ingénierie tarifaire, si je peux parler ainsi, alors que dans le domaine de l'eau ou dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets, on a déjà fait beaucoup de choses, donc il y a sans doute des améliorations à apporter sur le sujet. Oui, dans le domaine de l'eau, notamment, il y a beaucoup de réflexions en ce moment, justement, pour
valoriser aussi les bonnes pratiques des usagers et réfléchir à comment on peut concilier l'égalité de traitement et justement voir s'il y a des différences objectives entre les usagers, mais aussi récompenser les bonnes pratiques et avoir un usage responsable aussi de l'eau. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui naissent, donc ça peut aussi être le cas pour la chaleur. Et donc Anne-Sophie, on se disait que c'était peut-être intéressant de rebondir sur le plan Marshall justement qu'on a cité en introduction, notamment parce qu'on m'a soufflé à l'oreille que l'un des rédacteurs du plan Marshall était dans la salle. Non, pas rédacteur. Enfin, en tout cas, commanditaire. Voilà. Commanditaire. Donc oui, puisque je préside une association qui s'appelle Viaceva, qui fait de la promotion pour le grand public des réseaux de chaleur. On édite un annuaire en ligne et on a fait ce schéma directeur France 2030. Donc Yves, les 25 milliards. Oui, les 25 milliards, c'est 2030. C'est pour tenir les objectifs de la loi de transition énergétique qui va exister encore 3 jours, puisque lundi, le président de la République annoncera des nouveaux objectifs. Donc c'est 39,5 TWh de chaleur ENR qu'on doit faire. On est à 25 aujourd'hui. Et pour tenir cet objectif, il faut investir 25 milliards. Alors ça paraît beaucoup, 25 milliards, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut plus de fonds chaleur, 3 milliards à terme. Mais c'est pas tant que ça, parce que le coût de l'inaction, c'est beaucoup plus cher. Le bouclier tarifaire, je sais pas qui sait dans la salle combien ça a coûté à l'État depuis 2 ans. Ça a coûté 70 milliards. Donc c'est 70 milliards qui sont perdus. Donc c'est pour ça que la notion d'investir dans des infrastructures qui vont être résilientes, pérennes, très long terme, c'est un investissement responsable et c'est un investissement indispensable, parce que ce coût de cette inaction ou de ces crises qu'on devra peut-être voir encore à l'avenir, si elles sont traitées par un bouclier ou un sparadrap, ça coûtera très très cher à l'État et à la collectivité. Et puis ça enverra un signal très mauvais pour les consommateurs, puisque finalement ça infantilise. Pourquoi changer d'énergie fossile quand on vous dit que c'est trop cher à la pompe et on invente une loi pour baisser le prix? Voilà, donc il faut assumer d'avoir investir dans ces infrastructures de très long terme. On a des taux de pénétration qui sont faibles en France parce que c'est culturel. En France, on a bâti un système énergétique sur le gaz et l'électricité, sur 2 grands pôles nationaux. Et d'ailleurs, voilà, Corian, c'était une ancienne filiale de l'un de ces pôles. Dalkia, qu'on a cité tout à l'heure, elle est une filiale d'EDF. C'est aussi pour ça qu'ils ont 80% ou 75% maintenant de part de marché. Donc c'est un marché qui s'ouvre, mais culturellement, il a été construit comme ça. Dans les pays nordiques, les réseaux de chaleur, c'est 50% de la demande de chauffage qui est assurée par les réseaux de chaleur. Donc c'est un choix culturel. Donc c'est possible d'aller raccorder les pavillons, c'est possible d'aller raccorder les petites villes. Il faut une volonté politique, il faut une volonté économique. Donc c'est pour ça qu'on ne pleure pas après l'argent auprès de l'ADEME. On dit voilà, on a des objectifs très ambitieux, on a cette solution qui est pérenne, on a cette solution qui valorise des énergies locales. Donc voilà, évidemment, vos poubelles qui vous chauffent, c'est pas si idiot. Alors le bois, on le coupe pas pour le chauffer, c'est que du déchet de bois qui va être utilisé. Donc ce sont des ressources à nous qu'on va pas chercher très loin ou qu'on va pas chercher auprès de personnalités politiques qui peuvent de temps en temps changer d'avis. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ces infrastructures, et je pense que ce qui est passionnant dans ce domaine, en tous les cas c'est ce qui nous passionne, c'est une forme de complexité, parce qu'on est dans des relations entre le chauffagiste, l'élu, le consommateur et le financier. Et donc vous devez, vous, demain, dans vos métiers, mettre en œuvre justement cette équation à plusieurs inconnus et rapprocher toutes ces visions qui sont différentes, et ça se retrouve dans le contrat, ou dans le contrat de financement, ou dans le contrat d'exploitation. Et c'est ça qui est passionnant dans le métier que j'espère vous ferez demain. Et c'est peut-être un peu plus complexe que juste de faire un parc éolien et d'envoyer l'électron qui part forcément, parce que là, vous avez votre off-taker, votre client, qui ne doit pas être trop loin, parce que c'est de l'eau qui passe dans un tuyau, et donc on ne peut pas la transporter sur des milliers de kilomètres. Voilà ce que je voulais dire. Et donc il faut en faire 1400 petits réseaux, d'ici à 2030 pour tenir l'objectif. Et vous verrez lundi qu'il faudra en faire encore plus, mais ça, il faudra écouter le président de la République. On peut peut-être considérer que c'était le mot de la fin. Ça clôture bien. Si vous avez davantage de questions, vous pourrez en profiter peut-être pour les poser durant le cocktail, qui est dans la salle juste à côté. Peut-être pour faire un rebondissement, il y a plein d'autres événements dans les semaines à venir. Semaine prochaine, il y a un petit déjeuner au Crédit Agricole sur l'hydrogène. En début octobre, il y a l'Infra Week, dans lequel on a un événement sur le carbone capture.
Et puis d'autres événements en novembre sur les métaux critiques notamment. La taxonomie. La taxonomie, j'en oublie davantage, mais il y en a beaucoup, donc restez connectés. Merci à tous. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.